Lors du dîner de Noël, ma femme s'est cruellement moquée de mon bégaiement devant toute sa famille. Quand j'ai essayé de sourire malgré tout, elle a lancé avec un rictus, regardez-le, on dirait une machine cassée qui essaie de parler. Peut-être que si on l'éteint et qu'on le rallume, il apprendra à parler comme une personne normale. Son père lui a tapé dans la main pour la féliciter. En silence, j'ai débarrassé leurs assiettes, tout en entendant encore leur rire depuis la cuisine. 6 mois plus tard, elle était dehors, hurlant sous ma fenêtre. Sa sœur m'a envoyé un message, s'il te plaît, réponds-lui. Ce jour-là, j'ai parlé clairement. Très clairement. Ma femme Lisa, 27 ans, et moi sommes mariés depuis 3 ans, ensemble depuis 5. Je bégayais depuis l'enfance. C'est par période, généralement contrôlable, mais ça s'aggrave quand je suis stressé ou nerveux. Lisa m'avait toujours dit qu'elle trouvait ça attendrissant, c'est le mot exact qu'elle avait utilisé. Du moins, c'est ce que je croyais. Dernièrement, quelque chose clochait entre nous. Rien de spectaculaire, juste des détails. Lisa était plus irritable, passait beaucoup de temps sur son téléphone, riait à ses messages mais détournait vite l'écran quand j'arrivais. J'ai mis ça sur le compte du stress des fêtes. Sa famille est très à cheval sur les traditions. Tout a basculé le soir du dîner de Noël. Nous sommes arrivés chez ses parents la veille. Tout semblait normal. Son père, Cobb, 58 ans, regardait le match de football. Sa mère préparait le repas. Sa sœur Madeleine, 30 ans, était là avec son mari. Lisa avait été étrange dans la voiture, un peu distante, et passait son temps à se regarder dans le miroir pour vérifier son maquillage, bien plus que d'habitude, ce qui, je m'en rends compte maintenant, était déjà un signe. Pendant le repas, on m'a demandé nos projets pour le nouvel an. J'ai commencé à expliquer que nous économisions pour un petit voyage dans le Colorado. Mon bégaiement s'est accentué, comme chaque fois que je suis face à Cobb et ses interruptions incessantes. Et là, c'est arrivé. Lisa s'est soudainement lancée dans une imitation exagérée de mon bégaiement. Pas juste une moquerie rapide, mais une vraie performance. No, nous allons aller voir le Colorado au printemps, a-t-elle dit, en déformant le visage d'une manière que je n'ai jamais faite moi-même. Tout le monde à table s'est figé une seconde. Puis son père a éclaté de rire. J'ai essayé de sourire. Que pouvais-je faire d'autre? Nous étions à la table de sa famille. J'ai cru que c'était juste une blague de mauvais goût, qu'on en parlerait plus tard. Mais ensuite, elle m'a regardé et a lancé, avec un mépris évident, regardez-le, il galère comme une machine cassée. Peut-être que si on l'éteint et qu'on le rallume, il parlera enfin normalement. Son père lui a littéralement donné un high five. Sa mère avait l'air mal à l'aise, mais n'a rien dit. Sa sœur Madeleine fixait son assiette, sans un mot. Je me suis levé sans un mot et j'ai commencé à débarrasser tranquillement. En cuisine, pendant que je jetais les restes à la poubelle, je pouvais encore les entendre rire. Cobb disait quelque chose comme « Il n'est même pas capable de se défendre ». Et Lisa a répondu « Je sais, pas vrai ?» Le trajet du retour s'est déroulé dans un silence pesant. Elle, de son côté, était scotchée à son téléphone, esquissant un petit sourire en lisant quelque chose. Quand je l'ai enfin confrontée à la maison, elle a levé les yeux au ciel, c'était juste une blague. Mon Dieu, t'es tellement sensible. C'est pour ça que les gens ont du mal à te supporter. Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil. Les scènes tournaient en boucle dans ma tête, encore et encore. Et j'ai compris que ce n'était probablement pas la première fois qu'elle se moquait de moi. Juste la première fois qu'elle le faisait devant moi. J'ai commencé à transférer de petites sommes d'argent sur un compte séparé, rien d'assez voyant pour éveiller les soupçons. C'est totalement légal, d'après mon avocate, tant que cela reste dans les limites des dépenses personnelles raisonnables. Je fais des recherches sur des appartements, en visant des endroits où Lisa n'irait jamais. Je fais l'inventaire de ce qui m'appartient vraiment, par opposition au bien commun. Cela fait une semaine que je dors sur le canapé, prétextant un mal de dos. Lisa ne l'a presque pas remarqué, trop occupée par son téléphone et ses sorties entre amis pour poser la moindre question. Le plus difficile, c'est de faire semblant que tout va bien. Hocher la tête quand elle parle de nos projets futurs. Sourire quand son père appelle. Faire comme si de rien n'était, alors que tout en moi brûle d'envie de la confronter à propos des vidéos, des messages, de cette trahison totale de confiance. Mais je ne lui donnerai aucun avertissement. Le jour où je partirai sera celui où elle comprendra exactement ce qu'elle a perdu. Je n'arrive toujours pas à croire que tout cela m'arrive. 5 ans ensemble, et je n'avais encore jamais vu cette facette d'elle. Ou peut-être que je refusais de la voir. Toutes ces fois où elle s'agaçait quand je bégayais en public. Toutes ces migraines soudaines au moment de sortir voir nos amis.
Ce besoin constant de répondre à ma place quand quelqu'un me posait une question. Ce n'était pas de la protection, c'était de la gêne. Demain, j'ai rendez-vous avec mon avocate. Le bail de notre appartement est à nos deux noms, mais il se termine le mois prochain. Mon plan est de partir avant cette date. J'ai trouvé un endroit correct, plus proche de mon travail, et le propriétaire a l'air sympa. Je peux emménager la semaine prochaine, si je décide de passer à l'action. Je repense sans arrêt à ce dîner de Noël. À son rire. Au high five de son père. À la manière dont elle m'a regardé, comme si j'étais défectueux. Ça tourne en boucle dans ma tête. Mais voilà la vérité, mon bégaiement ne me définit pas. Et bientôt, elle non plus. Je donnerai des nouvelles quand j'aurai plus à raconter. Pour l'instant, je me concentre sur une seule chose, partir, la tête haute. Tous les conseils de personnes ayant traversé ce genre de situation sont les bienvenus. Avant tout, merci à tous ceux qui ont commenté ma publication précédente. J'ai lu chaque message, même si je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Votre soutien m'a aidé à garder le cap pendant le mois le plus surréaliste de ma vie. Vous avez été nombreux à demander des nouvelles, et croyez-moi, j'en ai. Petit résumé, ma femme Lisa, 27 ans, s'est cruellement moquée de mon bégaiement pendant le dîner de Noël, devant toute sa famille. J'ai découvert qu'elle me filmait en train de bégayer depuis des mois pour faire rire ses amis. C'est à partir de là que j'ai commencé à préparer mon départ. Ce que je n'avais pas précisé dans le premier post, pour des raisons de confidentialité, c'est un détail finalement très pertinent, je travaille dans le service informatique de la même entreprise que Lisa, qui vient d'être promue chef de compte. On ne bosse pas sur le même étage, ni même dans le même bâtiment la plupart du temps, mais techniquement, on a le même employeur. Le monde est petit, non? Sauf que ce n'est pas un hasard. On s'est rencontrés à un afterwork de la boîte, il y a 5 ans. Le plan prend forme. Vous vous souvenez que j'avais trouvé un nouvel appart? J'ai signé le bail il y a 3 semaines. Rien de luxueux, un F2 dans un immeuble ancien, mais c'est le mien. La caution a vidé une partie de mes économies, mais ça en valait largement la peine. J'ai commencé à y déplacer les affaires essentielles pendant que Lisa était absente, vêtements, électronique, documents importants, photos de famille. Mon avocate m'a conseillé de bien documenter tout ce qui concerne nos finances avant d'agir. J'ai donc pris des captures d'écran de nos comptes communs, relevés de cartes de crédit, etc. Et là, j'ai découvert que Lisa dépensait bien plus que je ne le pensais en vêtements de luxe, qu'elle cachait au fond de son placard, avec les étiquettes encore dessus. J'ai trouvé des reçus pour 4 sacs à main, à plus de 800 $ chacun, achetés rien qu'au cours des 2 derniers mois, avec notre compte commun. Et en rassemblant ces infos, j'ai découvert autre chose. Lisa faisait passer des dîners personnels pour des repas d'affaires. Comment je l'ai su? Elle utilisait notre carte de crédit commune pour ses soirées entre filles, mais soumettait les mêmes reçus à son entreprise comme frais professionnels. Elle doublait les notes. Pas 1 ou 2 fois. Au moins 18 fois cette année. Et là où ça devient intéressant, c'est que dans mon boulot, je travaille justement sur le logiciel de gestion des notes de frais. Plus précisément, c'est mon équipe qui gère la maintenance du système, et on aide aussi le service compta quand il y a des soucis techniques liés à ces rapports. Je ne cherchais pas à enquêter. L'information est littéralement arrivée sur mon bureau. Lisa avait soumis une demande pour modifier certains de ses rapports de dépenses. Procédure classique, mais qui nécessite une vérification. Je me suis récusé, bien sûr, pour éviter tout conflit d'intérêts. Mais j'ai tout de même signalé à mon chef d'équipe que j'avais des soupçons sur d'éventuelles irrégularités, en tant qu'employé suivant les protocoles, pas en tant que mari. Je ne savais même pas si cela mènerait à quoi que ce soit. Mon chef a transmis à la compta. Ils ont fait un audit de routinier, ils ont trouvé un schéma. Le fameux voyage d'affaires. La semaine dernière, Lisa m'a parlé d'un déplacement de 3 jours, pour une réunion régionale à 4 heures de route. Elle avait l'air ravie, disait que ce serait une belle occasion de réseauter avec les cadres supérieurs et de faire bonne impression. Elle a préparé ses plus belles tenues et est partie tôt jeudi matin. Dès que le partage de localisation a montré qu'elle était à mi-chemin de sa destination, j'ai lancé la phase finale de mon plan. J'ai loué un petit camion de déménagement, 3 amis sont venus m'aider à emporter les derniers meubles. J'ai laissé tout ce que nous avions acheté ensemble, le canapé, la table à manger, la télévision. J'ai vidé mon placard, pris mes affaires de salle de bain, mon installation de gaming. J'ai modifié les informations de dépôt direct pour mes salaires, transféré exactement 50% de l'argent de notre compte joint vers mon nouveau compte personnel. J'ai laissé la bague de sa grand-mère qu'elle ne portait jamais sur le comptoir de la cuisine. J'ai pris le chat, qui est techniquement à moi depuis avant notre rencontre,
et qu'elle n'aimait pas de toute façon. Le jeudi soir, c'était comme si je n'avais jamais vécu là. J'ai même rebouché les trous dans les murs là où étaient accrochés mes posters. Les conséquences financières. Le timing ne pouvait pas être plus parfait ou pire, de son point de vue. Pendant son absence, 3 choses se sont produites. Le premier cycle de l'enquête de la comptabilité sur ses notes de frais s'est terminé. Notre propriétaire a envoyé l'avis de renouvellement du bail, nécessitant 2 signatures. Et mon avocate a finalisé les papiers du divorce. Je n'avais pas prévu que tout se croiserait ainsi, mais parfois, l'univers a un sens du timing impeccable. Mon avocate m'a conseillé de laisser un mot bref expliquant que je demandais le divorce, et qu'elle recevrait les papiers de manière formelle. Pas de langage émotionnel, aucune accusation. Juste des faits. Mon mot ? Lisa. J'ai déménagé et je dépose une demande de divorce. Merci d'adresser toute communication à mon avocate, dont les coordonnées sont ci-jointes. J'ai transféré 50% des fonds de notre compte joint vers mon compte personnel, et j'ai laissé tous les objets ménagers achetés en commun. Warren. J'ai aussi envoyé un email à notre propriétaire pour lui dire que je ne renouvellerai pas le bail, en mettant Lisa en copie pour qu'elle ne découvre pas ça par surprise. Au moins, pas cette partie-là. Lisa est rentrée de son voyage dimanche soir. Je le sais parce que mon téléphone a explosé de notifications. Message de Lisa, 19h43, t'es où bordel ? Où sont toutes tes affaires ? Message de Lisa, 19h47, sérieusement ? Tu pars pendant que je suis absente ? Vraiment mature. Message de Lisa, 20h02, t'as pris de l'argent sur notre compte ? Mon père dit que c'est illégal. Message de Lisa, 20h16, réponds à ton putain de téléphone, Warren. Ce n'est pas drôle. Il y avait 19 appels manqués. Je n'ai répondu à aucun. Vers 22h, sa sœur Madeleine m'a envoyé un message. Warren, Lisa est vraiment bouleversée. Je sais que ma sœur peut être difficile, mais là, ce n'est pas un peu extrême ? Tu pourrais au moins lui parler ? J'ai répondu. Madeleine, je te remercie pour ton inquiétude, mais cela ne concerne que Lisa et moi. Merci de respecter ma décision. Lundi matin, Lisa a été convoquée à une réunion avec les ressources humaines et son supérieur. Je ne savais pas que cela se passait, j'étais occupé dans mon nouveau logement à installer mon espace de télétravail. Je l'ai appris uniquement parce que Harper, de la comptabilité, m'a envoyé un message, et, je ne sais pas si je devrais te dire ça, mais il y a du grabuge dans le service de Lisa, un truc à propos de ses notes de frais. Je me suis dit que tu voudrais peut-être être au courant. Je l'ai remercié sans donner d'explication. Ce n'est plus mon cirque, ni mes singes. Les papiers du divorce ont été remis à Lisa sur son lieu de travail le même après-midi. Encore une fois, ce n'était pas planifié ainsi, c'est la société de délivrance qui a choisi le moment dès que je leur ai donné ses coordonnées. Mais recevoir des documents juridiques en plein lundi déjà désastreux, aïe. Situation actuelle, cela fait 3 jours. Mon nouvel appartement commence à ressembler à un vrai chez moi. Mon chat s'adapte bien, il semble même plus heureux avec plus d'espace pour courir. J'ai bloqué Lisa partout sauf par email, que je garde pour les communications liées au divorce. D'après ce que j'ai entendu via des contacts communs, Lisa a été suspendue, dans l'attente des résultats de l'enquête sur ses notes de frais. Elle raconte à tout le monde que j'ai piraté son compte professionnel pour la piéger. Ce n'est pas vrai. Son père, apparemment, consulte un avocat pour m'intenter un procès. Elle a dû expliquer à son propriétaire pourquoi elle risquait de ne pas pouvoir payer le loyer seule. Les messages n'ont pas cessé, ils ont simplement changé de ton. Lundi soir, je ne peux pas croire que tu m'aies humilié comme ça au travail. Mardi matin, c'est à cause de Noël, n'est-ce pas? C'était juste une blague, passe à autre chose. Mardi après-midi, mon père dit que ce que tu as fait avec l'argent est un abus financier. Mercredi matin, s'il te plaît, parle-moi. On peut arranger les choses. Mercredi soir, je suis désolé pour le truc du bégaiement, ok? C'est ça que tu voulais entendre? Je n'ai répondu à aucun message. Mon avocate m'a dit que j'étais dans une position solide. Le partage financier était équitable. Je n'ai rien pris qui ne m'appartenait pas clairement, et j'ai des preuves de tout, y compris les vidéos où elle se moque de moi et les messages échangés avec son père. Est-ce qu'une petite partie de moi se sent mal d'avoir, en l'espace de 72 heures, littéralement fait exploser sa vie? Peut-être, un tout petit peu. Puis je me rappelle son rire avec son père, ses mots, quand elle m'a traité de machine cassée, et les vidéos qu'elle partageait de moi en train de lutter pour parler. Depuis que j'ai déménagé, mon bégaiement s'est amélioré. L'angoisse constante d'être enregistré en secret a disparu.
Je dors mieux, je mange mieux. Ma thérapeute dit que c'est courant quand on s'éloigne d'un environnement toxique. Prochaines étapes, poursuivre le processus de divorce, continuer la thérapie, et me reconstruire. Je ne compte pas me remettre à fréquenter qui que ce soit de sitôt. J'ai besoin de me recentrer sur moi-même. Je sais, c'est long, mais il s'est passé beaucoup de choses. Je donnerai des nouvelles si quelque chose de significatif change. Cela fait 6 mois depuis mon dernier message, et je ne pensais pas publier à nouveau. J'estimais que l'histoire était terminée. J'ai déménagé, la procédure de divorce a commencé, ma vie reprenait doucement un cours normal. Puis hier est arrivé. Avant tout, merci pour tout le soutien sur mes publications précédentes. Lire vos commentaires m'a aidé à traverser des moments vraiment sombres. Une mention spéciale aux autres personnes qui bégaient et qui ont partagé leur histoire. Savoir que je n'étais pas seul à compter plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ma vie après Lisa. Ces 6 derniers mois ont été une transformation. Cliché ? Peut-être. Mais c'est vrai. Mon appartement est enfin pleinement le mien, décoré à mon goût. Personne pour râler sur mes posters de Star Wars ou mon installation de gaming dans le salon. Mon chat, Pixel, a revendiqué le coin ensoleillé près de la fenêtre comme son royaume. Le lave-vaisselle est cassé et mon voisin du dessus joue de la basse à des heures bizarres, mais c'est chez moi. Je vois une orthophoniste 2 fois par mois. Pas parce que je ressens le besoin de réparer mon bégaiement, mais pour développer de meilleurs mécanismes face au stress. Elle m'a appris des techniques de respiration et des moyens de garder le contrôle quand les mots se bloquent. Ça m'aide beaucoup. Le travail se passe étonnamment bien. J'ai été affecté à un nouveau projet qui me permet de télétravailler 3 jours par semaine. Ma responsable, Harper, est géniale. Elle m'a même invité à sa fête d'anniversaire le mois dernier, juste quelques verres dans un bar du coin, mais c'était agréable de sortir un peu de mon ancien cercle social, qui tournait beaucoup autour de Lisa. Le divorce progresse, plus lentement que je le voudrais, le système juridique oblige mais sûrement. Lisa s'est opposée au début, puis est restée silencieuse un temps. Son avocate a contacté la mienne à plusieurs reprises pour négocier, mais rien de majeur. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est que tout pourrait être finalisé d'ici 1 mois environ. Ah, et j'ai commencé à aller à la salle de sport. Rien de spectaculaire, juste 3 fois par semaine. De l'exercice de base. J'ai perdu environ 6 kilos et je dors beaucoup mieux. Incroyable ce que l'élimination du stress peut faire. Et Lisa dans tout ça ? D'après ce que j'ai appris par des contacts communs et les retours ponctuels de mon avocate, Lisa a bel et bien été virée à cause de l'affaire des notes de frais. Pas juste suspendue, licenciement définitif. Elle a essayé de me faire porter le chapeau, prétendant que j'avais piraté ses comptes, mais les preuves étaient accablantes. Elle est retournée vivre chez ses parents un temps puis a trouvé un nouveau boulot, mais clairement en dessous de son poste précédent. Son père a fini par abandonner l'idée de me poursuivre, après que son propre avocat lui a dit qu'il n'y avait pas de dossier. Je l'ai gardé bloqué partout sauf par email, sur les conseils de mon avocate. De temps en temps, je recevais des messages d'inconnus mais c'était clairement elle. 12 mars, Warren, s'il te plaît, parle-moi. Je galère. 3 avril, j'ai perdu mon travail à cause de toi. J'espère que tu es content. 17 avril, mon père dit que tu avais tout prévu depuis le début. Noël, c'était juste une excuse. Je n'ai jamais répondu. J'ai juste tout archivé et transmis à mon avocate. La sœur de Lisa, Madeleine, m'a aussi contacté plusieurs fois. Au début, elle était clairement dans le camp de Lisa, m'envoyant de longs messages expliquant que la famille devait surmonter les épreuves ensemble, que tout le monde faisait des erreurs. Mais quelque chose a changé il y a environ 2 mois. Ces messages sont devenus plus courts, moins défensifs. Le mois dernier, elle m'a même présenté des excuses de n'avoir rien dit le soir du dîner de Noël. Hier, j'étais en train de passer un samedi plutôt banal. Je me suis levé, j'ai fait du café, j'ai joué un peu à Elden Ring en faisant la lessive. Vers 14 h, j'ai commandé une pizza et je me suis installé pour une soirée tranquille devant cette nouvelle série de science-fiction dont tout le monde parle. À 18h18, je me souviens avoir regardé mon téléphone. Quelqu'un s'est mis à marteler ma porte. Pas frapper doucement au cogné comme si l'immeuble était en feu. J'ai regardé par le Judas, et mon estomac s'est noué. Lisa. En jean, t-shirt froissé, maquillage coulé comme si elle avait pleuré. Je n'ai pas ouvert. Je suis resté là, figé, le cœur battant à tout rompre. Elle a continué à frapper, puis a commencé à m'appeler. Les voisins ont sûrement tout entendu. Moi, fidèle à moi-même, je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai juste reculé,
éteint la télé, et je me suis assis sur le canapé en espérant qu'elle parte. Elle ne l'a pas fait. Les coups ont cessé après quelques minutes, mais ensuite j'ai entendu sa voix sous ma fenêtre du salon. Mon appartement est au 2e étage. Elle avait dû faire le tour de l'immeuble pour arriver sous mon balcon. Elle était littéralement debout dans l'herbe, à m'appeler, à dire qu'elle devait me parler, que c'était important, qu'elle était désolée. J'ai fermé les stores. Puis mon téléphone a vibré. C'était Madeleine. Madeleine, 18h32, Warren. Lisa passe une très mauvaise journée. Elle vient de découvrir que son nouveau copain la trompait, et je crois qu'elle fait une sorte de crise. Est-ce qu'elle est chez toi? Moi, oui, elle est en train de crier sous ma fenêtre en ce moment. Madeleine, 18h34, je suis vraiment désolé. Elle est partie de chez moi il y a environ 1 heure. J'ai essayé de l'en empêcher. Madeleine, 18h35, s'il te plaît, réponds-lui, juste 1 minute. J'ai peur de ce qu'elle pourrait faire. Moi, ce n'est plus mon problème. Madeleine, 18h37, elle est en thérapie. Elle sait qu'elle a merdé. S'il te plaît, Warren, juste 5 minutes. Je suis en route pour venir la chercher, mais j'en ai pour au moins 20 minutes. Je suis resté là, à fixer mon téléphone, pendant que la voix de Lisa montait toujours depuis l'extérieur. Les voisins profitaient clairement du spectacle. Finalement, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 6 mois. J'ai ouvert la fenêtre. La confrontation. Lisa a levé les yeux. Son mascara coulait sur ses joues. Pendant une fraction de seconde, j'ai ressenti cet ancien réflexe. L'instinct de la réconforter, de réparer, d'arranger les choses. Puis je me suis souvenu. Des vidéos. Des rires. De la remarque sur la machine cassée. Elle s'est mise à parler tout de suite. À quel point elle était désolée. Comment la thérapie lui avait fait comprendre à quel point elle avait été cruelle. Comment perdre son travail et traverser ce divorce l'avait profondément bouleversée. Elle a dit que je lui manquais. Que sa nouvelle relation avait été un désastre. Que personne ne la comprenait comme moi. Et puis elle a dit quelque chose qui m'a fait rire. Vraiment rire, à voix haute. Elle m'a dit qu'elle ne trouverait jamais quelqu'un d'aussi patient et gentil que moi. Patient. Le choix de mots était intéressant. Comme si ma plus grande qualité, c'était d'avoir supporté tout ce qu'elle avait fait. Et voilà ce qui m'a surpris moi-même, je n'ai pas bégayé une seule fois en lui répondant. Pas une seule hésitation. Les mots sont sortis clairs, nets, assurés. Je lui ai dit que oui, j'avais été patient. Patient pendant qu'elle se moquait de moi dans mon dos. Patient pendant qu'elle filmait mes moments de lutte pour parler. Patient pendant qu'elle et son père riaient de moi pendant le dîner de Noël. Et que cette patience, elle s'était épuisée. Je lui ai dit que ses excuses ne signifiaient rien, parce qu'elle ne venait qu'après avoir tout perdu. Qu'elle n'était pas désolée de m'avoir fait du mal, elle était désolée des conséquences qu'elle subissait. Je lui ai dit que le divorce serait bientôt finalisé, et que cette conversation, ce moment précis où elle me suppliait sous ma fenêtre, serait la dernière interaction entre nous. Son visage a changé pendant que je parlais. Le désespoir a laissé place à quelque chose de plus dur. Elle m'a traité de cruel. Elle a dit que je prenais un malin plaisir à la voir souffrir. Que j'avais orchestré son licenciement pour la punir. C'est à ce moment-là que j'ai refermé la fenêtre et tiré les rideaux. 20 minutes plus tard, Madeleine m'a envoyé un message. Elle avait récupéré Lisa. Elles étaient parties. Elle s'est encore excusée pour tout ce qui s'était passé, pour les conséquences. Ce matin, je me suis réveillé en me sentant plus léger. Ça peut sembler étrange à dire, mais c'est exactement ce que je ressentais. Comme si j'avais enfin dit ce qu'il fallait dire, directement et clairement, en face. Mon orthophoniste m'a souvent expliqué que mon bégaiement était souvent déclenché par l'anxiété et la peur d'être jugé. Et là, debout, à regarder cette personne qui m'avait causé tant de douleur, je ne me sentais ni anxieux, ni jugé. Juste sûr de moi. Le divorce sera officiel dans 3 semaines, selon le dernier email de mon avocate. Une fois que ce sera terminé, je vais prendre une semaine de congé pour aller rendre visite à mes parents. Ce sera mes premières vraies vacances depuis 2 ans. Ma vie n'est pas parfaite. Je bégaye encore, parfois. Mon évier de cuisine fuit et je n'arrive pas à le réparer. Mais j'avance. Merci de m'avoir lu. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies les plus choquantes qui se passent autour de vous.